bonjour Lucas, je te Bonjour. remercie d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce tournage Parole d'Alumni et parler un peu de toi et de ton parcours. Directement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Lucas Gravier, je suis diplômé depuis l'année dernière, donc 2024, du master comptabilité contrôle audit, donc abrégé en CCA. Et actuellement, donc, je suis expert comptable stagiaire et auditeur financier. Donc, mon métier principal reste de l'audit, audit financier, commissariat aux comptes. Puis j'interviens également sur des missions d'expertise comptable plus traditionnelles. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes missions ? Alors du coup, on va dire que je segmente mon temps sur 2/3 de mon temps, 66%, sur de l'audit des comptes. Donc audit des comptes, alors ça peut être des comptes sociaux et des comptes consolidés également. Et après, 1/3 de mon temps sur plus de l'expertise comptable. Alors ça peut être du conseil aux entreprises, etc. Puis également une grosse partie, une grosse dominante consolidation. Établissement de comptes consolidés pour des groupes dans la région, des PME, en tout cas des groupes plus structurés, on va dire. Du coup, avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous refaire un peu ton parcours à l'IAE ? Alors, je suis rentré à l'IAE en post-bac, donc j'avais juste mon bac, j'avais 18 ans. Je suis rentré en 2019 en licence avec un tronc commun. Alors, à l'époque, c'était 3 semestres, il me semble. À la fin de ces 3 semestres, il fallait choisir une spécialité. Alors, à l'époque, c'était management, finance, marketing et je sais plus trop quoi. Et j'avais choisi, alors la finance comptabilité, c'était ça. J'avais choisi la comptabilité, j'hésitais beaucoup entre finance, comptabilité. Alors j'ai fait un arbitrage entre être banquier ou être plutôt comptable. J'aimais beaucoup les chiffres, finalement un peu les maths, cet aspect-là. J'avais finalement peu d'appétence pour les matières managériales. Je préférais, on va dire, avoir un retour de conseil aux entreprises, mais pas forcément en vendant du produit comme un banquier. Et du coup, après, une fois que tu as choisi donc ton parcours, tu as fait un semestre dans ce parcours du coup comptabilité. C'est ça. Et après, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es resté à l'IAE de Saint-Étienne ou... Ouais, et donc je suis resté à l'IAE pendant mon master. Donc j'ai fait un master comptabilité contrôle audit. L'objectif donc dès l'entrée en master était du coup d'obtenir ce qu'on appelle le diplôme de comptabilité, le diplôme supérieur de comptabilité de gestion, DSCG, qui ouvre la porte après au DEC, le diplôme d'expertise comptable, qui permet de devenir expert comptable. Et du coup, est-ce que tu regrettes le choix de master ou pas du tout et Non, finalement ça... non. Parce que alors moi, mon objectif, mon projet professionnel à terme, c'est de devenir expert comptable, d'être diplômé, puis après de m'inscrire à l'ordre. Au final, il y a 2 voies qui amènent à ce fameux DEC, le Graal. Le DSCG, donc en direct, avec il me semble qu'il y a 7 UE à passer, ou le Master CCA, et après, du coup, qui nous offre un panel d'équivalence. Donc, il me semble que c'est 5 équivalences sur les 7 UE. Dans tous les cas, il y a 2 UE à passer si vous venez à l'IAE de Saint-Étienne. Ces UE, c'est la comptabilité audit et le droit. Donc finalement, j'ai choisi, alors pas le choix de la facilité, certains le diront, mais pas forcément. Je préférais avoir cette ambiance, on va dire, universitaire qu'on ne retrouve pas forcément dans des DSCG, parce qu'ils sont soit des formations à distance, soit dans des lycées. Donc ça fait plus familial, mais je préfère avoir quelque chose de plus universitaire, mais aussi familial, à l'IAE de Saint-Étienne, justement, une ville à taille humaine. Donc voilà, j'avais choisi de poursuivre à l'IAE pour ça. Et du coup, au cours de ton cursus universitaire, tu as eu l'occasion de faire des stages ou de l'alternance ou les deux Oui, du coup, à l'époque, alors je ne sais pas si ça a changé, on avait un stage en fin de licence, donc j'avais fait dans un cabinet d'audit, j'ai fait que de l'audit dans ma vie, donc cabinet d'audit, j'avais fait 3 mois, puis ils m'avaient poursuivi en CDD, voilà, à l'époque. J'étais pas resté finalement dans ce cabinet, je suis du coup allé en Master 1 dans un stage qui était aussi obligatoire, dans le cabinet dans lequel je suis actuellement, Excoloir. Ça m'a bien plu, l'équipe m'a bien plu, les dossiers aussi, l'ambiance de travail, les locaux, etc. Et j'ai décidé de poursuivre en alternance à ce moment-là. Alors, on avait la possibilité de soit de faire ce qu'on appelle en initial, un stage qui durait 3 ou 4 mois, soit une alternance donc d'1 an. Et j'avais pris l'alternance. Alors pourquoi l'alternance au final ? C'est que je trouvais qu'il y avait une professionnalisation très intéressante. En audit, souvent la saison, on va dire, il y a une saison audit qui est vraiment sur la période de clôture des comptes, généralement après le 31 décembre.
Donc le premier semestre est très occupé. Puis après, il y a une autre partie, on va dire deuxième semestre de l'année civile, qui est plus axée sur le contrôle interne, les processus que met en place l'entité. Et moi, je voulais voir un peu tous ces aspects-là. Je voulais voir vraiment une saison complète, contrôle interne, contrôler les comptes. Et mécaniquement, l'alternance s'imposait. Puis même après, il y a tout l'enjeu, on va dire, indépendance, prise d'indépendance financière, qui est aussi un levier dans le choix, évidemment. Donc voilà, j'avais pris l'alternance à ce moment-là. Et du coup, au niveau de l'articulation étudiant, donc études, voilà, les partiels, la vie finalement à l'université et le travail, comment tu as géré cette articulation-là? Est-ce que c'était dur ou pas Au final, alors il fallait travailler, effectivement, il y avait une certaine quantité de travail, elle n'était pas à négliger, surtout si on voulait avoir de bonnes notes. J'étais un élève au final, je pense, studieux. L'articulation, on va dire, alors pas vie, on va dire vie universitaire, vie personnelle, était convenable. On va dire qu'il fallait travailler un peu les week-ends, mais on n'était pas H24 sur ses cours, ni H24 en soirée. Et du coup, plutôt maintenant avec ta vie professionnelle, on va dire, en entreprise, comment est-ce qu'il y avait des moments où c'était plus compliqué que d'autres? Parce que surtout que tu l'as dit que c'était aussi le rush au moment de consolider les comptes. Et c'est souvent aussi là où c'est le rush au niveau à l'université, au niveau des partiels, des choses comme ça. Est-ce que c'était le cas dans ton master ou est-ce qu'au final, la charge de travail au niveau du master, ça, c'était au fil de l'eau et du coup, ça s'est bien géré ou est-ce qu'il y a eu des moments quand même de bourre Ouais. Alors, il y a mécaniquement un moment de bourre, mais à l'IAE, on avait quand même un avantage, en tout cas la chance, c'est qu'on avait ce qu'on appelle un contrôle continu. Contrôle continu, mécaniquement, ça induit minimum 2 partiels dans chaque matière. Donc généralement, on commence un cours, un module, il y a un examen de mi-parcours, puis après un examen final. Alors l'examen de mi-parcours, souvent comptait pas pour 50% la note, quelque chose comme 25% et le reste 75%. Mais l'avantage de ça, c'est de pas jouer, on va dire, tout son semestre sur 2 semaines, comme certaines facs ou IAE peuvent avoir, ou en tout cas d'autres cursus. Donc ça permet donc de pas avoir, je trouve, la charge de travail trop importante à un seul moment et trop d'enjeux. Ça permet aussi un meilleur apprentissage. Mécaniquement, on est plus dans le jus des cours tout au long du semestre, parce qu'il faut apprendre mécaniquement la première partie du cours, puis la seconde pour le dernier contrôle. Il y a quand même aussi un avantage qu'il faut souligner, donc moi je parle pour ce que je connais, donc le secteur expertise comptable audit. Comparé au DSCG, le DSCG, il y a des formations qui préparent, mais par contre ces formations sont que des préparations, c'est pas diplômant. Ce qui se passe, c'est que vous préparez un diplôme tout au long de l'année et tout se joue sur un examen. Vous passez donc les 7 UE, donc souvent c'est sur DCG 3 ans, DSCG 2 ans. Pour le DSCG, par exemple, vous passez 3 UE et puis 4 UE ou 4 UE plus 3 UE, généralement c'est ça la répartition. Mécaniquement, il y a un stress très très important. Je l'ai vécu pour les 2 UE qu'il fallait passer, parce que l'équivalence que donne l'IAE, c'est 10 pour les 5 UE, et puis il fallait passer les 2 dernières. Donc voilà, il y a un stress, on se dit qu'on ne veut pas le repasser l'année d'après, parce que le DSCG, c'est qu'une fois par an, contrairement au DEC qui est 2 fois par an. Donc il y a un stress qui est posé sur les autres cursus qu'on n'avait pas à l'IAE pour le coup. Cursus qui était au final très posé, avec une pédagogie quand même, une logique dans la pédagogie qui nous forçait à apprendre tout au long de l'année. Et donc tu le disais, tu as fait tout ton cursus universitaire à l'IAE de Saint-Étienne. Du coup, pourquoi avoir décidé de rester? Parce que je suppose que le master CCA, il n'est pas propre à Saint-Étienne. Il doit y en avoir d'autres en France. Donc pourquoi à l'IAE Saint-Étienne? Pourquoi avoir décidé d'être resté? Qu'est-ce qui fait qu'on reste attaché finalement à cette IAE et pas qu'on va vouloir aller voir ailleurs finalement? Alors, il y a un attachement finalement à cette région, à cette ville. Je suis stéphanois d'origine. J'ai toujours habité à Saint-Étienne, je suis né à Saint-Étienne, fervent supporter de la SS. Et pour ça, je voulais pas partir dans une autre ville pour au final avoir la même formation. Généralement, un master CCA offre les mêmes équivalences au DSCG. Dans le projet professionnel que j'avais déjà établi à l'époque, c'était de s'inscrire au DEC pour être expert comptable. Au final, l'arbitrage a été plutôt rapide. Stéphanois, j'habitais chez mes parents, voilà. Donc c'était plus simple de ne pas aller engager des coûts financiers dans une autre ville, alors que la formation était disponible dans ma ville d'origine.
Donc voilà, après il y a, je pense pour d'autres personnes, des choses qui peuvent être évoquées, le coût de la vie à Saint-Étienne qui est attractif, mais moi personnellement, vu que j'étais stéphanois d'origine, je suis resté ici. Et en termes de préparation Oui. à plus tard, est-ce que tu estimes que ça a été un bon choix finalement de rester aussi par rapport à la qualité, on va dire, des formations proposées à l'IE? Oui, c'était un sacré choix. Je l'ai plus vu la dernière année, entre mon basculement entre la vie professionnelle et la dernière année de master. Justement parce que je préparais le DSCG. Donc l'objectif de la dernière année de master, en master CCA, c'est de préparer activement le DSCG. La plupart des élèves en master préparent ce DSCG pour après s'inscrire au DEC. On a la chance quand même à l'IE de Saint-Étienne d'avoir ce qu'on appelle un diplôme universitaire qui nous prépare de septembre, alors c'est entrephasé entre la dernière semaine d'août et septembre, sachant que le DSCG est en octobre généralement. Pour préparer au DSCG, justement, on révise les cours de l'année, on rapporte quelques éléments supplémentaires qu'on n'aurait pas forcément vus, ou en tout cas on les approfondit généralement, on réexplique. Et ça, c'était, je trouve, très intéressant. Et c'est ça qui m'a, je pense, fait obtenir le DSCG au final. Parce que pendant un mois, on avait des cours, on a eu des DSCG blancs. On avait du coup 2 fois 2 épreuves pour les 2 UE. Et je pense que ça a énormément joué comparé aux autres candidats qui préparent ce fameux DSCG. Parce que ils n'ont pas forcément des DSCG blancs dans leur cursus, tout dépend de là où ils viennent. Et ils n'ont pas forcément des profs qui sont aussi accessibles pour le coup. Et couplé avec l'alternance, la dernière année, on avait acquis une sacrée formation théorique, master, préparation DSCG, et une sacrée approche vraiment pratique au cabinet. Et donc pendant aussi ton cursus à l'IE, je sais que tu as fait partie d'une association étudiante. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était une opportunité ou c'était un choix aussi de ta part de t'investir dans une asso étudiante pendant ton passage à l'IE? Alors au début, j'y avais pas du tout pensé. On n'avait pas énormément d'associations quand j'étais rentré à l'IE, donc en 2019. Et un jour, on reçoit un mail sur la boîte mail universitaire. La junior conseil de l'IE de Saint-Étienne va être reprise. On recrute, rendez-vous tel jour à telle heure dans tel locaux de l'IE. Et je me renseigne sur ce qu'est une junior conseil. Alors, junior conseil, tout le monde ne connaît pas. Certaines personnes peuvent connaître via le label, en tout cas la dénomination junior entreprise, c'est une marque déposée. Mais en tout cas, le principe reste le même. C'est une association d'étudiants qui va proposer des services aux entreprises. Services qui doivent être dans le champ d'application des formations que dispense l'école, soit c'est une fac, soit c'est un IE, soit c'est une école d'ingénieur ou de commerce. L'objectif est du coup de gagner en professionnalisation, d'appliquer ce que les étudiants apprennent. Donc à ce moment-là, j'y avais pas du tout pensé, mais on a fait une réunion et ça m'a beaucoup plu. Donc très vite, on va dire que j'ai gagné en responsabilité dans la junior conseil. J'étais rentré, on va dire, je crois, en secrétaire général, en qualité de secrétaire général au début. Puis après, j'ai pris la présidence. Donc on avait fait une belle année au bout de 2-3 ans. On était à peu près 20 membres, on avait fait pas mal de missions, notamment, alors je pense à des clients belges, des clients des PME stéphanoises. Donc on avait fait des prestations de services dans tout domaine, le marketing, on avait fait pas mal de communication également. Donc c'est des missions qui se vendent bien, surtout venant des étudiants de l'IE parce que ces formations sont reconnues. Alors là je sors un peu de mon champ finance, compta, mais on a des formations reconnues également dans le management du marketing et c'est reconnu sur le territoire. Et mécaniquement, quand on faisait un peu de com, on avait des clients qui venaient. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Et là aussi, ça m'avait quand même apporté, je trouve, une fibre entrepreneuriale. C'est la première fois que j'ai entendu parler de déclaration de TVA, de liasse fiscale, etc. Parce que c'était il y a longtemps, quoi, entre guillemets, c'était en 2020. Et je n'avais pas encore commencé vraiment l'aspect purement fiscal, comptable dans mes formations. Et j'avais pu y toucher pour la première fois. Et au final, on était un peu tout seul, pas forcément très accompagné. On était un peu accompagné par l'IE, mais pas sur ces aspects-là. Et c'est très formateur. Quand on ne connaît pas, on apprend par soi-même. Et on avait beaucoup appris, que ce soit sur la gestion d'entreprise, sur le démarchage client, sur la relation avec les clients. Ça avait été très pertinent.
Donc voilà, j'ai pu voir que la junior existe toujours et qu'elle propose toujours des prestations auprès des entreprises. Et du coup, tu disais tout à l'heure que finalement, c'était le côté aussi management qui ne te plaisait pas forcément, et pour ça que tu étais allé aussi en comptabilité. Mais finalement, en tant que président, c'est aussi des compétences et un peu une fibre aussi de manager que tu étais obligé de cultiver et d'apprendre aussi sur ça. Oui, alors tout à l'heure, je me suis peut-être un peu mal exprimé. J'aime pas forcément les cours de management. Oui. Je trouvais ça très théorique, peut-être éloigné de la réalité. En tout cas, c'est l'étude de cas qui arrive, etc. Mais je me projetais pas forcément dans ces cas. Et avec le recul, au final, si, quand je vois véritablement dans l'entreprise, on va dire, je vois qu'il y a forcément des compétences à avoir, par exemple en ressources humaines, que ce soit pour le management des équipes, le recrutement, etc. Mais au final, pratiquer on va dire la discipline, la science du management, c'est quand même quelque chose. Je me suis heurté face à un mur au final à la junior. Parce que j'étais quelqu'un de très théorique, très en avant. Et j'ai dû cadrer plus le projet, cadrer un peu plus les équipes pour qu'on aille un peu tous dans le même sens. Parce que ce n'était pas forcément une organisation comme une entreprise, c'était resté une association. Même si on avait une gouvernance avec président, vice-président, trésorier, secrétaire général, ça restait très électron libre, c'est une association étudiante. Et mécaniquement, il peut y avoir des frictions. Il y en a eu, et voilà, mais c'est normal. Mais c'est du management, et c'est ça qui, je trouve, m'a permis d'avoir une première approche qui se complétera à l'avenir, je pense. Et du coup, c'est aussi grâce à l'association étudiante, la Junior Conseil, aussi pour tout ce que tu disais, TVA, etc., qui t'a permis aussi d'affiner ou d'élargir peut-être des horizons que tu n'aurais pas eu, ou d'affiner du coup ton parcours, ton projet pro, etc. Ah clairement, parce que on avait eu un moment des problématiques, pour pas rentrer dans le détail, déclaration de TVA, de liasse fiscale, parce qu'on était fiscalisé justement. On avait aussi des fiches de paye à faire, alors on avait un régime dérogatoire, je rentre pas dans les détails, mais ça m'a intrigué. Savoir, je savais qu'il y avait des différences entre le brut et le net, mais savoir le calcul véritablement entre le brut et le net, ça m'avait intéressé, je m'étais renseigné. Et ça m'avait vraiment amené vers la compta, tout ce qui est vraiment un peu conseil, se dire choisir plutôt un régime SARL ou salarié SAS, quelque chose comme ça. Je m'étais intéressé à ce moment-là sur ces aspects-là, grâce à la junior en fait, grâce aux problématiques qu'on rencontrait à la junior. Et donc, tu nous l'as un petit peu dit, mais est-ce que en quoi ton expérience à la Junior Conseil, elle a pu t'aider, ou alors elle t'aide encore d'ailleurs dans ta vie pro actuelle, dans peut-être les choix ou les réactions ou les... par exemple, des fois, peut-être tu peux être confronté à des problématiques que peut-être tu as déjà sur une moindre mesure, bien sûr, mais rencontrer à la Junior Conseil qui t'aide aussi dans ta vie pro à réagir de la meilleure manière, on va dire. Oui, alors je pense à la relation client. C'est le premier topic, on va dire, qui me vient à l'esprit. Alors, à la junior, l'objectif, c'était on va dire, convaincre un client de faire appel à nos services. C'est pas simple, quand on est des étudiants, de se vendre, d'expliquer le concept, etc. Et après, de mener à bien la mission et qu'on rende le client satisfait. Dans mon métier, alors je ne sais pas si quelqu'un, en tout cas qui nous écoute, a déjà eu face à lui un commissaire aux comptes. Au final, l'auditeur financier, souvent on le connaît plus via le mot commissaire aux comptes. Les clients chez qui je viens nous appellent les commissaires aux comptes. L'auditeur, ça reste le collaborateur du commissaire aux comptes. C'est là aussi une profession réglementée, il faut être inscrit au tableau de l'ordre de la compagnie. Mais au final, la relation client, alors c'est pas forcément la même, mais j'ai pu commencer à la travailler. Moi, dans mon métier, un commissaire aux comptes, il est perçu, on est très méfiant vis-à-vis du commissaire aux comptes. Quand les commissaires aux comptes viennent, tout le monde fait bien son travail, attention, on ne sait pas s'il ne certifie pas les comptes à la fin de l'année, voilà. À la junior, c'était différent. Parce que on était plus dans une approche commerciale que nous on n'a pas en audit et que je retrouve un peu plus en expertise comptable justement. Le commissaire compte n'a pas le droit de donner de conseils, c'est formellement interdit. L'expert comptable en donne. C'est pour ça que j'essaye de travailler un peu cette double casquette. Et donc moi dans mon métier actuellement, j'essaye de travailler un peu cette fibre pour amener les clients là où je veux, parce qu'on n'est pas forcément, alors c'est un métier visiblement de bureau, on se déplace beaucoup, on est beaucoup en déplacement, mais on essaye d'amener un peu les clients là où on veut, on essaye de leur parler, alors leurs problématiques, identifier, parce qu'au final des comptes c'est quoi ? C'est de retranscrire une histoire sur un exercice, sur un an,
Et c'est pas forcément en pointant des pièces comptables qu'on trouve des erreurs dans les comptes, c'est en discutant, en se disant, il s'est passé ça, est-ce que ça a été transcrit dans les comptes ? Et là, des fois, on se rend compte que pas forcément. Et tout ça, c'est la relation client, c'est de la relation humaine, c'est de la communication. Et c'est ce que j'avais pu développer à la junior et ce que j'essaye, du coup, ce que je mets en application dans mon métier d'auditeur. C'est d'amener les clients, en tout cas les personnes avec qui je communique, les comptables, les directeurs administratifs et financiers, là où je veux, entre guillemets, mais avoir une discussion un peu orientée pour mener à bien ma mission de certification des comptes. Et donc, même si finalement, tu es diplômé depuis... Oui. Pas si longtemps que ça, mais si tu avais le regard un peu sur ton parcours universitaire, si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil, les mêmes choix ? Oui, je referais pareil. Les mêmes choix, je referais l'IAE sans hésiter. Alors pour les raisons qu'on a déjà citées, sans hésiter également l'expérience à la Junior Conseil, ça m'a déjà amené tellement de choses professionnellement, en compétences. J'ai connu pas mal de monde. Parce qu'au final, les promos à l'IAE sont, pas segmentés, mais on est dans la promo compta, on est avec les comptables, on est en finance, on est avec les finances et management ensemble. Justement, ça m'a ouvert sur les autres métiers, me dire, il n'y a pas forcément... Alors au début, j'avais pas la fibre comptable quand je suis arrivé à la junior, comme on l'a dit, ça m'a un peu orienté. Mais après, ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas que ces métiers-là, que la vie se résumait pas forcément qu'à la compta, parce que quand on en parle 35 heures par semaine, au bout d'un moment, on pense qu'à ça. Mais au final, se dire, derrière tous ces chiffres, il y a d'autres métiers. Derrière la ligne, le compte communication, il y a des gens qui ont travaillé, etc. Et au final, clairement, je referai sans hésiter. Et donc maintenant, effectivement, tu travailles depuis, il y a eu l'alternance, puis après, donc maintenant, donc, du coup, plus d'un an de vie active, on va dire. Comment s'est fait ta transition vie pro, vie perso ? Est-ce qu'il y a eu des choses où finalement tu te dis, j'aurais peut-être pu mieux l'appréhender ? Et du coup, si tu pouvais aussi donner des conseils sur comment on peut appréhender ce passage entre la vie pro et la vie étudiante et la vie pro. Ouais, alors je pense que j'ai pas forcément mal vécu le passage de la vie pro à la vie perso. J'avais vie universitaire à vie pro, je vais y arriver. Mais pourquoi ? Parce que j'avais énormément réfléchi à cet aspect-là. J'avais peur. Tout étudiant, je pense, a peur à passer à une vie professionnelle. C'est quand même un gros pas. On part pour 40 et quelques années, on ne sait pas trop, de travail. C'est un gros passage dans la vie, mécaniquement. Après, c'est des évolutions plus ou moins grosses, mais on peut changer de métier, de société, etc. Mais il va falloir travailler. J'avais beaucoup réfléchi, d'une part, par l'alternance. Je me suis dit, ça va faire une année de transition. Je ne vais pas être déboussolé de passer du noir au blanc, du blanc au noir. Et donc l'alternance, c'est le conseil que je donnerais. Faire un master en alternance, soit 2 années, soit 1 année, suivant le cas, suivant le master, etc., ce qui est proposé. Mais je trouve que la passerelle via l'alternance fait une transition en douceur, permet de mieux se vendre lors de l'entretien d'embauche, on va dire. Mécaniquement, souvent, les recruteurs, les employeurs valorisent cet aspect-là sur l'entrée, on va dire, dans les grilles. On est souvent un petit peu mieux payé quand on a fait l'alternance, sachant qu'on a gagné sa vie pendant 1 an. Donc ça, je pense que c'est vraiment le conseil numéro 1 que je donnerais. L'alternance. Le deuxième conseil, c'est s'investir, de ne pas rester dans son coin, s'investir dans la vie de l'IAE, parce que y a d'autres associations, il n'y a pas que la Junior Conseil, il y a le BDE, j'ai vu qu'il y avait le Club Finance maintenant. Toutes ces associations, au final, elles permettent de connaître du monde, de développer son réseau. C'est quand même important quand on passe dans la vie professionnelle. Ça permet d'avoir un premier pas, une première appréhension de tout ce qui est réseau alumni au final, de connaître d'autres alumni qui ne sont pas forcément de sa promotion, et un jour, si besoin, de faire appel à eux pour une prestation ou que sais-je, des conseils. Donc tu parlais notamment du réseau alumni. Donc pourquoi, effectivement tu disais aussi, mais est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail sur en quoi tu penses que le réseau justement c'est aujourd'hui quelque chose de nécessaire et utile, et comment on peut finalement l'activer, sur quelle partie et c'est nécessaire au sens où, comme je disais, on est quand même très fermé, on est entre promotions, on fait nos cours ensemble, souvent on révise ensemble, et on ne connaît pas forcément les autres personnes des autres promotions. Quand on arrive dans la vie professionnelle, des fois on nous demande « Ah t'as fait l'IAE, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait des prestations de communication, une agence de com, etc. » Mécaniquement, le réseau alumni permet ça, permet de connaître du monde
sans forcément les connaître, parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde, parce que les formations sont très vastes à l'IAE, au final. Ça permet de connaître du monde, alors pour soi, et puis j'ai des personnes que j'ai connues, par exemple, grâce à la Junior, que je considère au final un peu comme du réseau alumni, au final. Et après, ils m'ont présenté à d'autres personnes, etc. Et donc ça, c'est vraiment pour l'aspect vie universitaire. Puis pour l'aspect vie professionnelle, vraiment, la valeur ajoutée, je trouve, c'est de se faire travailler un peu ensemble, faire appel à la société de la personne qui était en communication, faire appel à l'expert comptable qui était à l'IAE, etc. Donc je trouve que c'est important. Puis il y a un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est le recrutement. Des fois, quand on recrute, on ne sait pas où donner de la tête, qui recruter, on n'a pas de piste, on ne connaît pas forcément grand monde. On peut faire passer, par exemple, des petits mails aux responsables de promotion qui envoient du coup à tous les alumni. Et puis même avec un fichier alumni, on peut voir qui est passé par tel master et forcément les contacter en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Effectivement. Ouais. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un peu un mantra ou quelque chose du genre qui te guide dans ta vie pro que tu aimerais nous partager? Un mantra moi, j'essaie de regarder, alors souvent j'ai la tête dans le guidon, il faut un peu prendre de la hauteur, regarder plus loin, garder en tête l'objectif en fait, c'est ça. Ma devise, c'est garder en tête l'objectif. Parce que mécaniquement, quand on rentre, par exemple, à l'IAE en post-bac, il faut garder en tête l'objectif que on sort que dans 5 ans. C'est quand même long, 5 ans. 5 ans d'études. Se dire, on garde l'objectif en tête, être diplômé, et après, choisir son projet professionnel via les différents panels de formation. Donc ça, c'est ça l'objectif, en fait. C'est vraiment se garder l'objectif en tête. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup.